Salut les bipèdes! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, déjà merci, et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous faites partie des presque 70% des Français qui ont ressenti un réel manque de nature pendant le premier confinement. Genre quand ça vous démangeait d'aller vous taper une promenade dans la forêt, d'aller vous baigner dans l'océan, tellement fort que c'est devenu hardcore à la longue, je suis sûr que vous vous en souvenez. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas tarés, c'est même plutôt normal, et cette déconnexion avec la nature et ses impacts ne daterait pas d'hier. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième vidéo d'Aimez-vous bordel. Revenons à la base. Le mot humain nous provient du latin humus, qui signifie la terre. Et il semblerait que nous soyons des êtres vivants, donc appartenant aux vivants, non? Mais pourtant, il est certain qu'aucune espèce avant nous n'avait été autant déconnectée de la nature. Si, pour simplifier les calculs, on considère que l'Homo sapiens est apparu il y a environ 240 000 ans sur Terre et que l'on condense ce chiffre dans une journée de 24 heures, on constate que le début de l'ère industrielle, scission majeure avec les autres formes de vie, serait arrivé seulement 2 minutes avant minuit. Et pendant les 20 dernières secondes de cette journée, on a consommé plus de ressources et d'énergie que durant le reste de notre existence sur Terre. Mais comment, en aussi peu de temps, on a fait pour en arriver là ? Avec la révolution industrielle arrive une urbanisation massive qui a continué de s'intensifier jusqu'à aujourd'hui puisqu'elle concerne plus de la moitié de la population mondiale en 2019 et que la hype continue d'augmenter très vite comme nous le montre cette courbe de la Banque mondiale. Et ça grignote énormément les espaces naturels, les rendant encore plus difficiles d'accès. Ouais, surtout si t'es en galère. On passe tellement de moins en moins de temps à l'extérieur que certains parlent même de l'extinction de l'expérience de nature. Vous savez, de mon temps, on passait 3 semaines en classe verte. Ouais, et aujourd'hui on est plutôt proche des 3 jours. Ce qui explique aussi que depuis les années 90, on a carrément diminué l'espace de jeu et d'exploration des enfants sans surveillance dans la nature, diminution renforcée par la peur de plus en plus fréquente des parents à cette idée. Le tout couplé à une forte tendance à l'augmentation du côté du temps d'écran avec une moyenne de 5h30 quotidienne pour les Français et un taux de déverrouillage moyen à hauteur de 2716 fois par jour. Ouais, ou moi avec mes plus de 800 heures sur Final Fantasy X. Ouais, bref, et si on se penchait un peu sur les conséquences. Pour poser la base, bien que ce ne soit pas un diagnostic médical formel, parlons un peu du syndrome de déficit de nature. Défini par Richard Louv, journaliste, écrivain et chercheur dans son œuvre Last Child in the Woods, il propose une vaste gamme d'analyses des symptômes comportementaux et émotionnels ressentis par ces enfants déconnectés. Voilà le topo actuel. De plus en plus de chercheurs se penchent sur cette question et démontrent que cette déconnexion aggrave certains symptômes physiques comme la prise de poids, le diabète, l'hypertension, mais aussi et surtout certains symptômes psychologiques comme le stress, l'anxiété, les grandes fatigues, la dépression, les... Stop! Si on parlait plutôt du positif. Pour poser son diagnostic, Richard Louv s'est notamment appuyé sur la notion de biophilie. Ça veut dire que je peux ken avec tout ce qui est vivant? Non. La biophilie est une hypothèse selon laquelle il existe un besoin inné de s'affilier émotionnellement avec les autres organismes vivants et que ce lien est essentiel à une bonne santé physique et mentale. Cette théorie a été popularisée par un certain Edward O. Wilson, un éminent sociobiologiste américain qui a notamment consacré le terme biodiversité. Il s'avère même que pendant l'Antiquité, un certain Aristote abordait déjà la notion de philie, l'amitié réciproque envers les autres espèces comme une des voies pour atteindre le bonheur. Bah c'est vrai quoi, quand on observe des enfants, on remarque qu'ils sont naturellement attirés par les animaux, par la végétation, par les arbres, mais également, souvenez-nous quand on était gamin, quand on revenait de l'école dégueulasse, on faisait un câlin au chat et puis on était très content d'avoir passé cette journée. Et comme le proclame très bien l'océanologue François Sarano, rencontrer un animal sauvage, ça prend aux tripes, pas l'achat d'un nouvel iPhone. Et en parlant d'iPhone d'ailleurs, Apple, mais aussi Amazon, Facebook et beaucoup d'autres font appel à des designers biophiliques pour verdir leur siège. C'est sympa de leur part, mais en réalité, il est prouvé que le rendement des employés augmente dans des milieux plus naturels, notamment en faisant baisser leur taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Merci les plantes! Mais alors, y a-t-il d'autres bienfaits? Oh que oui, nombre de découvertes ont été faites ces dernières années sur ce sujet et je vais vous en faire découvrir certaines. D'après le rapport de BirdLife International paru en 2008, que je vous mets en lien dans la description, les sorties éducatives en nature dont on parlait tout à l'heure ont un effet direct sur le comportement des plus jeunes. Elles aident à prendre de l'assurance, à développer l'estime de soi, à diminuer la violence et l'incivilité et à développer une plus grande créativité et une meilleure coopération.
Direction le Michigan maintenant, et plus précisément dans une prison, où il a été observé que les détenus qui ont la chance d'avoir une fenêtre donnant sur la campagne consultaient l'infirmerie pour tout type de pathologie avec une fréquence inférieure de 24% comparé à ceux avec une vue sur la cour intérieure. C'est quand même un quart de malades en moins pour une simple vision de la nature. Et à l'hôpital pour les patients après une chirurgie, on s'est rendu compte que dans la même configuration, ils récupéraient beaucoup plus vite. Restons aux États-Unis où de nombreux scientifiques se penchent sur l'utilisation de l'environnement comme traitement des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Des enfants de 7 à 12 ans atteints de ces troubles ont été observés et plus ils participent à des activités en extérieur et plus l'environnement de ces activités est riche en biodiversité, plus les symptômes déclinent. C'est d'ailleurs un sujet que je pourrais aborder dans une prochaine vidéo. Du côté de l'Europe, avec une émergence en Scandinavie, de plus en plus de jardins thérapeutiques démontrent leurs effets bénéfiques dans l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer, avec en tête une diminution de la prise de médicaments, de la violence et des crises de démence, ainsi qu'une socialisation et un moral amélioré. On va faire un petit tour au Japon, vous l'aurez compris, j'ai un truc un peu particulier avec ce pays. Bon alors qu'est-ce qu'ils ont encore fait ces japonais? Ils ont inventé le bain de forêt, ou Shinrin-yoku, utilisé par de nombreux médecins comme médecine préventive et dont les recommandations sont de marcher très lentement, en profitant des 5 sens et en faisant un maximum de pauses, le tout en oubliant l'appareil photo et le téléphone. Et encore une fois, les bienfaits constatés sont nombreux, avec une amélioration de l'immunité, une diminution de la tension artérielle et du stress et un bien-être physique, à tel point que ça commence même à arriver de plus en plus en Europe. Bon allez, je vais m'arrêter là, mais sachez qu'Internet regorge de pépites sur le sujet et que de nombreux rapports sont disponibles pour le grand public. Sachez aussi qu'aujourd'hui, certains scientifiques et médecins abordent carrément la notion de dose de nature. Tu vas me dire que ça suffit pas, ça, en nature. Bah non poteau, mais sache que l'Institut National de Ressources finlandais a carrément fait le calcul pour nous et a fixé un minimum de 5 heures par mois, idéalement dans un vrai espace naturel. Bon, visiblement, c'est pas juste une hype de 2020 tout ça, et si vous avez envie de vous mettre bien, sachez qu'il existe plein d'applis d'identification des animaux ou des végétaux, dont certaines qui peuvent filer un coup de main à la communauté scientifique, ou vous pouvez partir à la chasse au trésor avec des applications comme le géocaching. Et vu que le désir de protéger l'environnement, mais surtout du fait d'y être au contact et de tisser un vrai lien avec lui, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein.